Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Situation sécuritaire dans l'est du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo accusent les terroristes du M23 de violer intentionnellement la trêve humanitaire sollicitée par les États-Unis et pourtant acceptée par Kinshasa et Kigali. Une attitude du Rwanda qualifiée des belliqueuses par la RDC car prive l'accès à l'aide humanitaire aux déplacés. On écoute le colonel Djike Kaiko Guillaume au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 minutes du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyange Empati, situé à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachali Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. Et puis le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et coordonnateur humanitaire résident à RDC, Bruno Lemarquis, séjourne depuis ce jeudi 11 juillet 2024 en ville de Béni dans la province du Nord Kivu. L'objectif de sa mission étant de s'imprégner de la situation humanitaire dans la région de Béni. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamabou, encore une fois de plus. Nous avons parlé de la situation dans la ville de Béni et aux alentours. Nous avons parlé notamment de la situation des déplacés, la situation humanitaire. Il nous a informé des derniers chiffres de déplacés à l'intérieur de la ville, tous les gens qui vivent dans des familles d'accueil, parce qu'il y a une grande solidarité dans la société congolaise, mais aussi quelques petits camps de déplacés. On a parlé du besoin de faire des plans de contingence, de se préparer pour une situation, on ne sait pas ce que ça va être dans les prochaines semaines, mais il faut toujours être prêt. On a aussi parlé, on a eu une discussion sur la transition de la MONUSCO, parce que vous savez qu'il y a un processus de désengagement de la MONUSCO et de transition de la MONUSCO qui n'est pas encore activé au Nord Kivu. La MONUSCO s'est retirée du Sud Kivu, mais donc il faut déjà se préparer pour le moment où la décision sera prise par le gouvernement congolais, par le Conseil de sécurité, lorsqu'elle aura le retrait de la MONUSCO, pour que tout soit fait pour qu'il y ait une bonne transition en douceur. Voilà, c'était un peu les sujets de conversation. Alors la situation humanitaire, elle est très grave en République démocratique du Congo, elle est dramatique. C'est la crise humanitaire la plus prolongée du monde, puisqu'elle date depuis 30 ans. C'est une des plus complexes, une des plus graves au monde et une des plus négligées au monde. Il y a quelques semaines, on a passé la barre des 7 millions de déplacés en RDC. Il y a eu 1 million de nouveaux déplacés depuis le mois de janvier, notamment du fait de la crise du M23, mais aussi dans cette région ici à Béni à cause de l'activisme des ADF. Donc il y a vraiment beaucoup de déplacés et le chiffre n'arrête pas d'augmenter. Les humanitaires font tout ce qu'ils peuvent pour alerter la communauté internationale, alerter aussi à Kinshasa,
pour que tous les moyens soient mis pour appuyer les personnes vulnérables, les personnes déplacées. Mais la meilleure façon d'avoir une bonne réponse humanitaire, c'est d'avoir des résultats sur les solutions politiques pour que certains des conflits s'arrêtent. C'est important de travailler sur les causes des conflits, notamment la cause du foncier, de la terre. Il y a beaucoup de conflits en RDC, c'est la terre, c'est la question de l'exploitation des ressources naturelles, etc., etc. Donc il faut travailler sur ça. Dans un autre chapitre, sachez que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a, au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, présidé mercredi 10 juillet 2024 au Centre supérieur militaire la cérémonie de remise de brevets aux 25 lauréats de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Un reportage de Gisèle Etoko rendu par Maxime Makabo. Au cours de cette cérémonie de remise de brevets aux 25 lauréats de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa, marquant la clôture de la session 2023 à 2024, couplée à l'ouverture de la nouvelle année académique dans cette école de hautes études militaires, on compte parmi les récipiendaires 13 Congolais et 12 étrangers originaires entre autres de la Belgique, la Centrafrique, de la République du Congo et du Togo. Ces derniers ont suivi les enseignements dans 4 domaines, à savoir la stratégie de l'art de la guerre, la vision en prospective sur le monde et l'Afrique dans les cadres de la géopolitique, les actions interministérielles ainsi que le leadership. Pour le commandant Justin Maté, l'un des officiers congolais bénéficiaires de cette formation, ces enseignements devraient permettre aux différents lauréats d'aider leur gouvernement à juguler toute forme de crise qui sévit dans leurs pays respectifs. Pour sa part, le chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Christian Chiwewe, a dans son mot salué ces cycles de formation, vision du chef de l'État, déterminé à assurer la montée en puissance de l'armée congolaise. Voilà pourquoi les 2e piliers du programme d'action du gouvernement souminois consacrent la formation régulière de militaires par l'instruction, l'entraînement, la spécialisation et le perfectionnement des troupes, des officiers et sous-officiers, ainsi que des instructeurs et formateurs militaires. Au camp d'insécurité récurrente dans l'est du pays, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabongo Mandiavita a saisi l'occasion pour réaffirmer la détermination du gouvernement à professionnaliser l'armée congolaise afin de la rendre plus puissante. Je prends la parole au moment où femmes et enfants continuent à être violés et égorgés à l'est du pays. Je prends la parole au moment où une partie de notre territoire est domptée par un agresseur qu'est le Rwanda. Est-il encore nécessaire de former si les viols et les massacres de notre population ne désemplissent pas? Est-il encore nécessaire de former si un pays voisin continue à se permettre de perpétrer les génocides de nos populations? Présent à la cérémonie, l'ambassadeur de la France en RDC a quant à lui salué la coopération militaire qui existe entre son pays et la RDC, ayant permis à ses jours l'internationalisation de cette formation. Ouverte en 2021 par le président de la République Félix Tshisekedi, l'école de guerre de Kinshasa a pour mission de former les futurs cadres des forces armées de la RDC et de le préparer à assumer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de l'armée et à tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de la défense de la nation. Et puis signature de validation du procès verbal de la réunion du 24 juin 2024 entre les banques syndicales de l'ONATRA et le groupement Matadi Corridor Terminaux Conteneurs MCTC sur la mise en concession du port de Matadi. Une réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre du Transport, Voies de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba-Gombo. Témoin de l'événement, Maxime Makabo.
Les vice-premiers ministres, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba a présidé une réunion marathon le mercredi 10 juillet 2024 de midi à 23h à Kinshasa. Celle-ci a abouti à la signature de validation du procès verbal de la réunion du 24 juin 2024 entre le banc syndical de l'Office national des transports ONATRA et le groupement Matadi Corridor Terminaux Containers sur la mise en concession du port des Matadi. Cette signature marque ainsi le point de convergence entre le banc syndical de l'ONATRA et Matadi Corridor Terminaux à Containers pour la mise en concession du port de Matadi dans un partenariat public-privé devant moderniser ces ports selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi que le MCTC ont pris en compte les desiderata du bon syndical, à en croire le président de la délégation intersyndicale de l'ONATRA, Armand Ossassi. Nous sommes très contents parce que c'était sous la médiation du vice-premier ministre, le ministre des Transports, et aussi les chefs de l'État pour trouver une solution concernant la modernisation d'une partie du port de Matadi, c'est-à-dire la partie PCM, et les exceptions soulevées par les bas syndicales. Et par rapport à cette modernisation, le gouvernement a pris à compte, c'est-à-dire que les 4 pays d'ici le V7 et concernant la reformulation du contrat et d'autres exceptions soulevées par nous, c'est pris à compte. Donc nous venons tout de suite là de signer un protocole d'accord gagnant-gagnant pour toutes les parties. Donc nous sommes très contents par rapport à ça. Nous remercions sincèrement la volonté qui anime le chef de l'État, aussi le vice-premier ministre. Pour sa part, le directeur général de l'ONATRA, Martin Lukusa, s'est dit très satisfait de ces discussions sous l'égide du VPM Jean-Pierre Bemba qui ont aplani toute divergence et cette signature gage de la continuité de la vie de l'entreprise. C'est le point de non-convergence entre la partie qui va prendre le terminal à conteneurs de Matadi et nos partenaires sociaux qui sont les syndicalistes qui défendent les intérêts des travailleurs. Et là, on voulait assurer tout le monde que cette collaboration qui va s'installer entre l'ONATRA et les MSD ne puisse pas aller en défaveur de la population congolaise. Au total, 47 délégués syndicaux ont signé cette validation en présence notamment du secrétaire général du ministère et de la délégation du COPIREP. Le président du bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement, Pascal Kinduelo, a eu un tête-à-tête avec un groupe de sénateurs français conduit par Guillaume Chevrollier, président du groupe d'amitié France-Afrique centrale. La coopération entre ces deux institutions parlementaires était au centre de leurs entretiens. Nancy Ileka et Georges Libengue pour le reportage. Le président du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kinduelo Lumbu, a reçu le mercredi 9 juillet 2024 dans son cabinet de travail un groupe de sénateurs français conduit par Guillaume Chevrollier, président du groupe d'amitié France-Afrique centrale. Les deux personnalités ont échangé sur la coopération devant exister entre ces deux institutions parlementaires. Se confiant à la presse au sortir de leur audience, Guillaume Chevrollier se dit satisfait de cette visite de courtoisie et a indiqué que cette visite rentrait dans le cadre du renforcement des liens d'amitié entre les deux pays respectifs et d'ajouter qu'ils ont élargi leur conversation allant jusqu'à aborder les efforts et les pressions que la France exerce sur le Rwanda pour qu'il mette fin à son soutien au M23 qui ne cesse de causer la mort et la désolation auprès des populations congolaises.
L'artiste musicien Antoine Agwepa dit Kofi Olomide a répondu ce jeudi 11 juillet 2024 à la convocation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, pour ses propos tenus lors de l'émission Le Panier à la RTNC. Un entretien pédagogique selon l'artiste qui, en sa qualité d'ambassadeur de la culture congolaise, a reconnu qu'il ne devrait aller très loin dans ses propos. Maxime Akabou pour plus de détails. Contrairement au mauvais conseiller sur les réseaux sociaux lui demanda de boycotter l'invitation du CESAC, l'artiste musicien et l'ambassadeur de la culture congolaise Kofi Olomide s'est présenté ce jeudi 11 juillet 2024 au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication comme convenu. Il a été invité pour ses propos tenus lors de l'émission Les Paniers à la RTNC samedi dernier. Au sorti de cet entretien, il a salué le travail du CESAC et a déclaré que l'entretien était pédagogique. Il a reconnu qu'en sa qualité de l'ambassadeur de la culture congolaise, il devrait pas aller très loin dans ses propos. Je voulais, dans la matière, dire bravo au CESAC. Dire bravo à son président, M. Bessembe. J'ai vu la courtoisie, j'ai vu le respect de l'homme, et c'est un organe qui devrait être soutenu pour l'intérêt de notre pays. C'était plus pédagogique qu'autre chose. J'ai vu des instructeurs, on a parlé, j'ai dit on a parlé, et on s'est très bien compris. Je ne sais pas trop ce que je dois venir, mais je ne pourrais pas d'ici le cœur gros. J'ai retenu que le chanteur Kofi Olomide est aussi l'ambassadeur de la culture du Congo. À ce titre, il devrait peut-être distiller un peu plus de diplomatie dans son discours, même si ce qu'il dit est vrai et fondé. Donc, j'ai retenu cela. Et au sortir d'ici, je pense à nos soldats d'FARDC. Et j'espère vraiment que quelque chose va se passer de positif pour eux. Pour le reste, merci au CESAC, merci à nos amis qui sont venus, et merci à ma fille. Voilà. Donc, Mimi, qui est venu au secours de son papa, mais il n'y avait pas besoin. Donc, le CESAC fait bien les choses. Donc, je repars d'ici heureux en tant que Congolais. Et puis voilà. Il s'y est de souligner qu'il était accompagné de sa fille et de Sampé Gomey, et il s'est présenté ce jeudi au lieu de vendredi. Au regard de son agenda, il a donc sollicité une dérogation. Une délégation de l'Union africaine, 2 aveugles, conduite par Lucas Amoda, chargé de programme IAFA, accompagné du président de l'association des aveugles pour le développement, USAD, a été reçue en audience mercredi 2 juillet 2024 par la ministre déléguée, ministre des Affaires sociales chargée de personnes vivant avec handicap, Irène Esambo. C'était en son cabinet de travail. Reportage. La ministre déléguée auprès du ministère des Affaires sociales chargée de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Esambo Diata, a reçu dans son cabinet de travail mercredi 10 juillet 2024 une délégation de l'Union africaine des aveugles conduite par Lucas Amoda, chargé de programme UAFA, accompagné du président de l'association des aveugles pour le développement ISAD, Rio Diami Mouteba. Au menu de leur entretien, s'enquérir de la situation de personnes vivant avec handicap d'une manière générale et particulièrement celle de personnes frappées d'handicap visuel. Au sortir de cette audience, Lucas Amoda de déclarer. Nous sommes ici justement pour travailler avec une organisation avec laquelle nous travaillons. Alors nous sommes venus ici pour voir comment les choses évoluent ici, parce que vous connaissez qu'il y a pas mal de temps que les personnes vivant avec handicap, surtout beaucoup plus des aveugles, ont été vraiment mal pris partout. Alors nous sommes cette organisation qui joue en ce que
ces personnes puissent retrouver leurs droits et être aussi acceptées partout dans la société. Nous sommes certainement à l'organisation africaine des aveugles et alors nous sommes là justement pour promouvoir le protocole pour les gens qui vivent avec un handicap, surtout beaucoup plus pour les aveugles. Pendant que je suis là, j'ai compris le leadership de M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les choses vont mieux. Je peux justement maintenant changer même mon discours pour dire que le Congo n'est pas ce que nous entendons ailleurs. Vous savez, quand vous recevez des mauvaises informations, ça détruit la perspective de voir le pays. Alors ailleurs, nous voyons quand même, nous écoutions des choses pas très mal. En venant ici, nous avons palpé de doigts que les choses avancent normalement. Alors, vous avez notre soutien. Nous allons aller et puis transmettre les informations. Je l'ai dit, votre équipe, si vous pouvez justement recevoir ces messages, votre équipe et vous, même le gouverneur et l'organisation dirigée par M. Rio, si vous voulez travailler avec nous, nous allons être là pour vous et puis s'il y aura des nouvelles collaborations, quand nous serons porte ouverte. Ces derniers a par ailleurs salué le leadership visionnaire du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône l'inclusion sociale et aujourd'hui le Congo est un pays exemplaire en ce qui concerne la promotion et la protection des personnes vivant avec handicap. Le président de l'Union africaine des aveugles a indiqué que de loin, les informations sur la République démocratique du Congo ne sont pas reluisantes, mais il a été satisfait de progrès réalisés sous le leadership du chef de l'État. Il s'est dit disposé de collaborer avec toutes les organisations qui s'inscrivent dans la promotion des droits de personnes vivant avec handicap. Y a-t-il réellement malaise au sein de l'archidiocèse de Kinshasa après le dernier message du clergé de Kinshasa adressé au cardinal Fridolin Ambongo dénonçant une sorte de mégestion caractérisée par le non-respect de structures établies? En tout cas, le député national, le prince Willy Michiki, regrette de ces actes de nature à salir l'image de l'Église catholique, appelle cependant l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, de négocier avec le prêtre. Il a dit à Maxime Makabo. Bon, c'est une très mauvaise image que les clergés catholiques d'abord en général et en particulier l'archidiocèse de Kinshasa donne à l'opinion. Vous savez, le cardinal Ambongo a été toujours accusé d'être derrière l'argent. Et aujourd'hui, lorsque les clergés eux-mêmes, les prêtres, ce n'est pas un tract, ils se sont plaints de sa mauvaise gestion, des détournements de leurs avantages. Et aujourd'hui, au moment où je parle, ce n'est pas un secret de polichinelle. Le Saint-Père est déjà au courant de ces dossiers-là. Et ce que je déplore et je perds pour cardinal Ambongo, c'est si les contestateurs, les abbés en question, arrivaient à saisir la justice congolaise. Ça serait une affaire pénale qui risque de discréditer non seulement l'Église catholique, mais aussi lui-même Ambongo. Donc je demande au cardinal Ambongo de pouvoir négocier à l'amiable avec ses abbés pour ne serait-ce que lui préserver l'image de l'Église catholique. L'Église catholique a joué un rôle important dans ce pays. Et en plus, je vais encore plus loin. Vous savez, cardinal Mosengo a joué un rôle important dans ce pays. Il n'était pas seulement un clergé catholique, mais il était aussi un homme politique. Et ce n'est pas normal qu'à l'occasion du 3e anniversaire de son décès, il n'y ait même pas une manifestation officielle, même pour nous au gouvernement. Puisqu'il est un ancien président de l'Assemblée nationale. Nous, en tant que députés, la deuxième institution du pays après le président de la République, nous devons faire quelque chose en mémoire de notre ancien président. Si nous, qui avons combattu contre la dictature, nous avons réussi à fragiliser le système dictatorial, c'est puisqu'on a eu l'accompagnement de l'Église catholique. Et il y a deux acteurs majeurs
il y a l'archevêque Malula et le cardinal Mosengo, qui ont joué un rôle de première. Moi-même, je vous dis, à l'époque de la clandestinité, nous sommes bénéficiaires de l'accompagnement, de soutien qu'on a eu, la logistique et tout, de l'église catholique à travers Malula. Les enfants étudiaient à l'école Malula gratuitement, de tous ces pionniers de l'IDPS. Donc aujourd'hui, remettre en cause, et oublier tout ça, moi ça me révolte. Parlons société à présent, avant de nous séparer, coup de projecteur sur l'avenue Ouassa au quartier Montbélé dans la commune de Limété. En tout cas, elle se trouve dans un état d'insalubrité très inquiétante. Des ordures sont entassées le long de l'avenue. Suivez. Ce n'est pas un dépotoir, mais plutôt une avenue au quartier Mombélé dans la commune de Limété. L'avenue est dans un état d'insalubrité inquiétant. Des ordures s'entassent le long de l'avenue. Les canalisations sont carrément transformées en dépotoirs. Les déchets plastiques déversés par la population obstruent la canalisation. On y trouve des déchets solides et liquides déversés dans la plus grande anarchie, qui expose les habitants à diverses maladies d'origine bactérienne. Comme si, ignorant cette réalité, les aliments sont vendus non couverts sous le lieu à la merci des mouches et autres insectes. Ces ordures ménagères, les déchets de papier et autres sont des facteurs qui dégradent l'environnement dans ce coin. Rappelons que Kinshasa produit autour de 10 000 tonnes de déchets par jour qui sont en majorité constitués d'ordures ménagères. Les ménages qui en produisent ne se soumettent pas à la réglementation relative à la gestion de l'environnement, faute d'un suivi rigoureux et régulier de la part des autorités compétentes. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable attention. Retrouvons-nous encore demain à la même heure. Au revoir.